Philippe Billet, bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut du droit de l'environnement de l'Université Lyon 3. Je ne me suis pas trompé. C'est exact, c'est l'Institut de droit de l'environnement, mais L'Institut c'est de ça. droit de l'environnement, pardon. Une directive sol qui était projetée il y a 20 ans est sur le point d'arriver chez nous. Or, chez nous, en France, nous avons tendance à considérer que tout se règle par une grande loi. On a tendance à aller chercher le Saint Graal partout. Cette directive le Saint Graal en matière de préservation des sols qui, vous nous l'avez assez dit, les sols ne sont pas protégés, enfin mal protégés parce qu'ils n'ont pas d'existence juridique véritable en France. Est-ce que la directive sol va régler tous nos problèmes? Alors, c'est plus que celle qui était il y a 20 ans, parce que c'est un nouveau projet qui a Ouais. un titre tout à fait différent, puisque désormais elle serait relative à la surveillance et à la résilience des sols, et Mhm. qui apporte, me semble-t-il, un certain nombre d'encadrements dont ne disposait pas l'ancienne, Mhm. c'est-à-dire essentiellement la mise en place d'un service harmonisé de surveillance de ce qu'on appellerait désormais la santé des sols, avec des données partagées entre les États. Mhm. Deuxième élément, si on veut le résumer en trois étapes, en 3 points, une définition de la gestion durable des sols et de ses bonnes pratiques. Et puis enfin, une évaluation des risques en termes de santé sur l'environnement avec, grosso modo, un cadre commun de surveillance de cette qualité dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre de ce qu'on appellerait des districts. Voilà. Alors, on en a besoin tout simplement parce que il faut que ce soit harmonisé à l'échelle de l'Union européenne, ne Mhm. serait-ce que pour des questions d'harmonisation en matière d'environnement, d'éviter les distorsions de concurrence parce que certains opérateurs seraient plus contraints dans certains pays que dans d'autres, et puis surtout parce que ça obligerait les États à se doter d'une véritable législation sur les sols, pour tous ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire l'essentiel. Et notamment nous. Donc ça veut dire qu'une fois cette directive votée, l'État en France serait obligé, le Parlement et le Sénat, l'Assemblée nationale et le Sénat, de changer le droit de l'environnement, de De rajouter un cahier changer sur les sols. pas de changer le droit de l'environnement, en tout cas d'adopter une loi qui transposerait cette directive cadre et qui permettrait de la décliner dans les différents secteurs qu'elle indique et dont on ne dispose toujours pas. D'accord. Mais le titre de cette directive a changé. Au départ, c'était santé des sols et aujourd'hui, c'est résilience. Ça veut dire quelque chose? Bon, la résilience, c'est la capacité à remettre le sol en fonctionnalité. Autrement dit, c'est pas simplement parce qu'on fait notamment une désimperméabilisation des sols que ça Mhm. suffit à retrouver du sol qui assure toutes ses fonctions et qui produirait tous ces services écosystémiques. Et la résilience, c'est cette capacité justement de retrouver ces fonctionnalités antérieures, mais qui doit être assistée en ce sens que on doit avoir une surveillance continue pour savoir si ça refonctionne bien ou pas. Donc, c'est une bonne chose, cette directive. Ah, je trouve oui, effectivement, parce que l'échec de celle du projet de 2006 a Ouais. frappé les esprits parce qu'elle était en lien essentiellement avec des questions de pollution des sols, dont beaucoup d'États industrialisés ne voulaient pas, Mhm. tout simplement pour éviter comment dire, je dirais pas d'embêter, mais en tout cas de mettre en cause les industriels qui ont laissé un certain nombre de, de petits cadeaux à De la petits suite de leur cadeaux cessation pollués, toxiques, d'activité, oui. et pas seulement pour les générations futures, parce que les générations actuelles en bénéficient de Mhm. ces sites, malheureusement. Et ce qui est assez surprenant, c'est que la directive, le projet directive, lui, actuel, ne vise pas spécifiquement les, la remise dans l'état par rapport à la pollution des sols. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont extrêmement intéressants, notamment la prise en compte de la désertification qu'on n'avait pas dans l'ancien système, etc. D'accord. En attendant, alors, cette directive, elle serait votée en quoi? En 2024. Elle s'appliquerait aux droits des différents États membres de l'Union européenne à partir de quand? Ben, ça dépendrait du délai de transposition, puisque les directives généralement laissent ce qu'on appelle la sécurité juridique, Mhm. un certain temps aux États pour pouvoir adapter leur réglementation et ne pas prendre par surprise, notamment tous les opérateurs qui doivent avoir un délai d'adaptation. D'accord. Mais n'oublions pas qu'il y a la directive qui s'applique, après il y a le texte législatif en France, plus les textes réglementaires. Oui, Et là donc ça va encore, prendre à mon quelques avis, il années. faut un certain temps. Voilà, il Faut- faut un temps certain même pendant lequel on va devoir faire confiance à notre corpus juridique et réglementaire. Est-il suffisant? Est-ce qu'on a des choses dans notre boîte à outils réglementaire pour préserver convenablement la qualité des sols, notamment vis-à-vis de l'eau? Alors, à l'heure actuelle, alors si c'est préserver la qualité de l'eau,
On a un bon vieux texte qui date d'une loi de 1902 sur l'hygiène, c'est les périmètres de captage d'eau Mhm, potable, mhm, ce qui a fait bien ses preuves et qui mhm. continue à être utilisé. On a également tout le dispositif qui a été mis en place, notamment ce qu'on appelle les bandes enherbées, qui Ouais, sont le long des cours d'eau, qui font l'objet de subventions, notamment communautaires dans ce cadre-là, et ce qui permet ce qu'on appelle les pièges à nitrate, hein, ça permet mhm. donc de préserver la qualité de l'eau, mais pour le reste, on n'a pas grand-chose. Si, on a aussi les zones d'érosion, mais D'accord. pour le reste, on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose pour préserver les sols, pour préserver leur Alors, qualité. pour préserver la qualité des sols, déjà, on a une première difficulté, c'est qu'on n'a pas de référentiel de ce qu'est la qualité des sols. Bon, Donc, on n'a voilà. pas de niveau de référence de ce point de vue qui permettrait de dire oui, on a des sols de qualité. En Référentiel, revanche, pardonnez-moi de vous couper, qui pourrait arriver via la directive? il pourra arriver justement via la D'accord. directive, et c'est ce qui est prévu, puisque si on a un système harmonisé de la santé des sols, forcément que l'on doit avoir un dispositif dans ce cadre-là. Alors après, il faudrait déterminer ce qu'on appelle et santé et qualité, qui est C'est loin un d'être autre débat et là, on n'a c'est pas loin le d'être temps. évident. Oui. Donc, il faudrait un référentiel et ensuite, et on manque de Et, référentiel, vous disiez, et et une fois qu'on ensuite? aura un référentiel, c'est après, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Et oui, et notamment s'agissant de l'usage des sols, les orientations qu'on avait pu définir dans un certain nombre de groupes de travail conduits par l'ADEME et le ministère de l'Environnement, c'était de savoir si on ne pourrait pas mettre des indicateurs ou des indices qui permettraient de dire ce sol a telle et telle qualité, et donc il ne peut être utilisé que pour tel et tel usage. Ce Mhm. qui fait qu'on aurait une prédétermination de l'affectation en fonction de la qualité du sol, et pas comme on le fait maintenant, utiliser les sols un peu uniquement pour leur force mécanique lorsqu'on veut Mhm. faire de l'urbanisme ou d'autres aménagements, par exemple. D'accord, la loi sur le zéro artificialisation nette, dont 3 décrets d'application viennent de sortir, là, hier 27 novembre, c'est une bonne chose. On dit qu'elle est au fur et à mesure vidée de sa substance. Disons qu'elle évolue de façon un peu rapide, me semble-t-il, puisque la loi doit s'appliquer a priori à partir de 2030, et on est déjà en train de la modifier assez largement, puisqu'elle a été, je le rappelle, Mhm. initiée par la loi sur la résilience en matière climatique du 24 août 2021, et qui prévoit un certain nombre d'objectifs, hein, qui sont d'obtenir une zéro artificialisation d'ici 2050. Mhm. On prévoit de réduire un rythme d'artificialisation d'ici 2030 de 50% par rapport à une consommation antérieure. Et alors qu'on n'a toujours pas encore appliqué le texte, on a déjà une deuxième loi du 20 juillet 2023 qui vient la modifier a priori pour accélérer l'implantation de projets de développement qui concourent à la transition, ce qui veut donc dire qu'on va artificialiser, hein, il faut bien le comprendre de ce point de vue-là, qui va assurer une possibilité d'avoir des droits au projet avec des garanties de développement territoriaux minimum d'1 hectare pour les communes, parce que la crainte que l'on avait, la crainte qu'il y avait certaines communes, c'était de se retrouver avec une portion congrue Mhm. de territoire à pouvoir encore artificialiser, ce qui n'était pas tout à fait l'idée initiale. Ensuite, l'autre élément, mais que n'a toujours pas résolu et qui ne seront réglés par aucun texte, je pense, c'est le principe d'une zéro artificialisation qui soit nette. Le Ouais. net, c'est-à-dire un bilan Mhm. comptable entre une artificialisation et une désartificialisation, non pas tant sur le principe du net, mais sur le fait que c'est le mode de calcul qui, à mon avis, me semble un peu comment dire, curieux, tout Mhm. simplement parce qu'on tient compte d'une approche immédiate. Autrement dit, j'autorise à artificialiser parce que je me suis engagé à désartificialiser, mais la désartificialisation, le temps qu'on retrouve une véritable fonctionnalité du sol, ça peut prendre plusieurs dizaines d'années. Or, on va faire un bilan net de l'instant et pas le faire sur une certaine période. Et donc, toute la période complémentaire de latence, c'est-à-dire entre le moment où on désimperméabilise et on remet en fonctionnalité, et beaucoup n'est absolument pas pris en considération, alors qu'une fois qu'on a imperméabilisé le sol, ce qui a été autorisé, eh bien, il perd tout de suite ses fonctions, notamment en matière d'eau. D'accord. D'ailleurs, dans les décrets sortis hier, hein, on voit que les champs de panneaux solaires ne sont plus considérés comme des zones artificialisées, Effectivement. ce qui peut sembler étrange. Pour finir en quelques mots, cher Philippe, est-ce que la France, parce qu'on aime se comparer, hein, nous aimons pas beaucoup en France, est-ce que la France est en retard, est en avance, est-ce qu'elle n'a pas à rougir vis-à-vis de ses sols par rapport à d'autres pays européens et dans le monde?
Ah, je pense qu'il y aurait encore beaucoup de progrès à faire par rapport à d'autres pays sur des éléments simples, me semble-t-il, Lesquels, par notamment. exemple? Oh bah, par exemple, la conservation effective de terres agricoles puisque nous avons maintenant un ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Autrement dit, une espèce de repli sur soi, sur une indépendance, alimentaire, qui à mon avis n'est absolument pas, mise en Mhm. place. Je pense par exemple à la Suisse dans Ouais. ses lois sur l'agriculture qui prévoit, des terres d'assolement et qui, elles, sont définies à l'échelle nationale, donc à l'échelle fédérale, et sont préservées à l'échelon cantonal, et sur lesquelles on a une surface minimale incompressible et qui Mhm. permet d'assurer effectivement celle-ci. Ce dont on ne peut aussi penser, mais sur des choses assez simples, par exemple les terres de découverte dans les chantiers, donc la couche de terre arable qu'on enlève dans les Mhm. chantiers, qui le plus souvent, dans certains pays, font l'objet d'une obligation de conservation. Mhm. Alors qu'en France, c'est une pratique qui veut que le maître d'ouvrage les récupère, éventuellement les réutilise, et cetera, mais on n'a pas de texte. Ce qui fait D'accord. que très souvent, elles peuvent partir, je ne dirais pas à la poubelle, mais au lieu de se servir en termes de qualité, sa seule qualité serait le volume qui permettrait de combler un vide. Philippe Billet, je discuterai bien encore avec vous pendant 2 heures. Vous le Ce sera avec savez, plaisir. je suis désolé, mais le coup près est tombé. Déjà, on a fait un peu long, je pense. Merci beaucoup pour cet éclaircissement qui vient apporter de la lumière sur ce que Mirko Barbero, pardon, nous aura appris sur la directive Sol. Merci beaucoup, Philippe. Merci, c'était un plaisir. À bientôt Frédéric.